Bonjour, bienvenue dans cette seconde capsule consacrée à la question socialisme, syndicalisme et communisme en Allemagne depuis 1875. Aujourd'hui, il sera question de comprendre l'évolution du mouvement ouvrier dans l'Allemagne impériale, c'est-à-dire entre 1871, date à laquelle pour la première fois de son histoire, l'Allemagne est unifiée dans le cadre d'un État-nation, et le début de la Première Guerre mondiale. Regardons d'abord ce qui fait l'unité de cette période. Par rapport au Royaume-Uni ou la France, l'Allemagne s'industrialise plus tardivement, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais cette industrialisation est rapide et forte. Ainsi, entre 1850 et 1914, la population active du secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, passe de 20% à 40%. Cette croissance industrielle favorise l'émergence d'une classe ouvrière concentrée dans les grands centres industriels, comme ceux de la Ruhr ou de Berlin par exemple, mais également organisée politiquement et syndicalement. Perçue comme une menace par le pouvoir impérial, qui tente tout pour éliminer et affaiblir le mouvement ouvrier, celui-ci continue à se développer grâce à l'industrialisation pour devenir, à la veille de la Première Guerre mondiale, la première force politique en Allemagne. Comme nous l'avons déjà vu, la forte industrialisation que connaît l'Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle a engendré l'émergence d'un nouveau groupe social, les ouvriers, qu'ils soient mineurs, métallurgistes ou travailleurs d'usine. Cependant, les bas salaires, les longues journées de travail, le travail des enfants ou les mauvaises conditions de travail posent de manière aiguë la question sociale. Pour résoudre cette question sociale, les ouvriers s'organisent au sein de partis ou de syndicats. De nouvelles doctrines apparaissent, cherchant soit à améliorer les conditions de vie des ouvriers, soit à transformer radicalement la société. C'est ce que recherche le marxisme. Pour Karl Marx et Friedrich Engels, les maîtres à penser du marxisme, il s'agit par la lutte des classes et la révolution de renverser l'ordre économique et social bourgeois dans le but de créer une société plus juste, égalitaire, sans classe sociale. Il est donc vital pour Marx et Engels de regrouper les ouvriers au sein d'un même parti. Or, vers 1875, le mouvement ouvrier allemand est divisé grosso modo en deux grands partis politiques, la DAV, l'Union générale des ouvriers allemands, dirigée par Ferdinand Lassalle, qui se veut réformiste. Il s'agit pour lui d'améliorer les conditions de vie des ouvriers par le suffrage universel. C'est en gagnant les élections que les ouvriers pourront faire voter des lois qui amélioreront leurs conditions de vie. L'autre parti, le SDAP, le Parti social-démocrate des ouvriers, dirigé par August Bebel, se revendique du marxisme et entend prendre le pouvoir par la force et changer la société par la révolution. Cette désunion des socialistes entre réformistes et révolutionnaires affaiblit à ce moment-là le mouvement ouvrier. C'est pourquoi en 1875, au congrès de Gotha, ces deux partis fusionnent pour créer un parti socialiste, l'ancêtre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Son programme exprime la volonté de trouver un consensus entre les revendications réformistes et révolutionnaires, consensus qui est la garantie de l'unité du parti. Grâce à son unité et aux effets de l'industrialisation, le parti se développe rapidement et gagne en influence, ce qui inquiète de plus en plus le pouvoir impérial. Bismarck, le chancelier de l'empereur Guillaume Ier, est un aristocrate et un ultra-conservateur, hostile à tout ce qui pourrait affaiblir le pouvoir de l'empereur, que ce soit les idées démocratiques, républicaines ou socialistes. Les socialistes sont à ses yeux des ennemis qui n'ont aucune place dans l'Allemagne qu'ils souhaitent construire. C'est pourquoi en 1878, il promulgue des lois dénommées antisocialistes. Il ne s'agit pas d'interdire le Parti socialiste, mais d'empêcher que son influence se développe dans le monde ouvrier. Ainsi, il peut continuer à se présenter aux élections, mais toute manifestation, tout rassemblement lui est interdit. D'autre part, pour que les ouvriers se détendent du socialisme,
le gouvernement fait voter une législation sociale unique en Europe, ce qui améliore les conditions de vie et de travail des ouvriers. Cela n'empêche pas, pour autant, le SPD de progresser élection en élection. Ainsi, en 1914, devient-il le premier parti au sein du Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand. À partir de 1890, plusieurs facteurs concourent au développement du parti. Premier facteur, le départ de Bismarck en 1890 permet de mettre fin aux lois antisocialistes. Deuxièmement, l'accélération de l'industrialisation sous Guillaume II augmente les effectifs du monde ouvrier. Enfin, le troisième facteur est syndical. Comme les partis socialistes en 1875, les syndicats libres, c'est-à-dire se revendiquant du socialisme, s'unifient au sein de la Confédération générale des syndicats allemands. Cette nouvelle confédération est étroitement liée au SPD, permettant le développement d'une véritable culture ouvrière. En effet, les dirigeants syndicaux intègrent massivement la direction du SPD, si bien que la Confédération générale des travailleurs peut être considérée comme la courroie de transmission du SPD. Cependant, le parti reste très divisé sur sa ligne politique, entre marxistes et réformistes. Si le programme d'Erfurt en 1891, congrès où le parti devient le SPD, est marxiste, la pratique du parti reste réformiste. Ce n'est qu'en 1914, avec le vote des crédits de guerre, que les divisions entre réformistes, alors favorables à la guerre, et révolutionnaires, pacifistes, commencent à fragiliser l'unité du parti.